Avec l'arrivée du général Philippe Mangou à la barre, Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, vient d'épuiser toutes ses armes. Jusqu'à présent, la juriste gambienne n'arrive pas à trouver des preuves contre ses accusés. Elle fait du faux qu'elle a hérité en 2012 de Luis Moreno Ocampo, premier procureur controversé de la Cour pénale internationale. Son héritière ne pourra que continuer à patauger dans la mare des témoignages à charge qui démontrent ses propres accusations. Son joker dans ce procès historique de l'Occident contre le nationalisme africain, Philippe Mangou, ex-chef d'état-major général de l'armée ivoirienne, qui a lâché ses troupes en pleine guerre, même dans sa rhétorique suffisante et arrogante devant son ex-patron, ne peut mentir sur les tueries des femmes d'Abobo, l'obus sur le marché Siaka Kone du même quartier, la marche des militants du RDR sur la télévision ivoirienne, le plan commun et toutes les autres accusations farfelues contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Il est difficile de mentir quand on sait la vérité, dit un adage. Ne pas dire la vérité, c'est également prendre un gros risque devant le peuple. Le risque de mentir, puis le risque que cette vérité soit dévoilée au grand jour. Ici, la vérité est connue dans cette illustre cour. Des témoins experts, des généraux, des officiers et sous-officiers de l'armée ivoirienne, des combattants, des civils qui se sont succédés à la barre, disent tous la même vérité implacable. Que restera-t-il donc à Fatou Bensouda comme témoignage présumé sérieux après le passage du général Mangou pour sauver ses accusations, pour prouver ses accusations contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? En logique, du faux suit le faux et du vrai ne peut suivre le faux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obtenir du vrai à partir du faux. C'est scientifiquement impossible et notre général Félon, qui a trahi son patron et le peuple ivoirien, ne peut pas faire du faux sur du vrai malgré le deal qu'il a fait avec le pouvoir d'Abidjan. Il est quand même ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon et le fait qu'il soit témoin à charge contre son ancien patron pose un problème d'éthique et de morale. Mais sa présence dans cette salle de la CPI, devant Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, yeux dans yeux, est certainement une importante clause dans le contrat qu'il a signé avec Dramane Ouattara pour sauver sa peau. Aujourd'hui, on peut dire sans risque de se tromper que Laurent Gbagbo est pris en otage par la communauté internationale. Cette nébuleuse se focalise énergiquement sur son illustre prisonnier otage qui est lui-même victime d'un complot international. Pendant ce temps, Alassane Dramane Ouattara, Guillaume Soro et autres, les bourreaux du peuple ivoirien depuis 2002, sont en liberté. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est vraiment sérieux? Chante justement Francis Cabrel. Bien évidemment, la détention de Laurent Gbagbo est une situation insoutenable. Le parti pris de la CPI, qui vient de lui refuser pour la énième fois la liberté provisoire pour des raisons fallacieuses, participe davantage à décrédibiliser cette institution internationale dont le fonctionnement est difficile à comprendre. On se rappelle fraîchement que le 19 juillet dernier, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale avait rendu son jugement annulant ainsi la décision de la Chambre de première instance 1. En clair, elle avait cassé le dernier arrêt de cette Chambre qui refusait pour la 11e fois la liberté provisoire à Laurent Gbagbo, contre qui la procureure peine à trouver des preuves. Alors, s'il n'y a pas de preuves contre lui, il faut tout simplement le libérer, ne serait-ce que provisoirement, en entendant la fin de ce procès politico-juridique. C'est une question de bon sens et de logique. Selon les juristes en matière pénale, la preuve constitue le cœur de tout procès et la condition sine qua non d'une justice équitable. Sans preuve, on ne peut pas garder un prévenu parce que, comme le dit le grand pénaliste français Pierre Bouza, et je cite, « En droit international, tout comme en droit interne, la règle de principe est nette. C'est au poursuivant de rapporter la preuve de la culpabilité, car le prévenu est juridiquement innocent aussi longtemps que sa culpabilité n'a pas été définitivement démontrée sans le moindre doute. Ainsi le veut le capital principe de la présomption d'innocence. Le corollaire de ce principe, c'est que le doute profite au prévenu. En effet,
Si l'accusation ne peut rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu, celui-ci sera immédiatement libéré de toute sanction. Fin de citation. La constitution d'une coalition pour le 4e mandat de la chancelière allemande s'annonce complexe. L'entrée inédite de l'extrême droite au Parlement est pour elle un nouveau défi à relever. En effet, Angela Merkel espérait un résultat un peu meilleur pour son parti lors des législatives allemandes qui ont eu lieu le 24 septembre dernier. Les résultats donnent 33% des voix à la CDU-CSU avec 233 députés. Les sociaux-démocrates du SPD obtiennent 20,5% avec 141 députés. L'AfD, alternatif pour l'Allemagne, parti d'extrême droite, a réussi son pari en obtenant 12% des voix avec 85 députés. Les libéraux du FDP reviennent au Bundestag et dépassent la barre des 10% avec 135 députés. Les Verts, 10,7% avec 75 députés, s'en tirent moins mal que prévu. La gauche radicale Die Linke est, elle, créditée de 9%. La faiblesse du résultat de la CDU va rendre difficile la formation d'une coalition. Angela Merkel sera reconduite comme chancelière par vote des députés du Bundestag une fois constituée une coalition majoritaire au Parlement. Les négociations difficiles en ce sens qui se dessinent entre démocrates chrétiens, CDU-CSU, libéraux FDP et écologistes verts pourraient durer jusqu'en décembre prochain. Les grands électeurs sanctionnent l'exécutif, le Sénat échappe ainsi à la vague en marche. Les partis traditionnels sont même renforcés. Vainqueurs de cette élection, les Républicains, ils comptent désormais 159 sénateurs. Ce sont 17 de plus que dans l'hémicycle sortant. Avec ses alliés, la droite a désormais la majorité absolue. La surprise vient de la gauche qui résiste. Le Parti socialiste reste la deuxième force politique avec 81 sénateurs. Et le Parti communiste et ses alliés conservent un groupe avec 12 sénateurs. Sérieux revers, par contre, pour la République en marche d'Emmanuel Macron qui n'obtient que 28 sièges alors qu'il en espérait le double. Le parti d'Emmanuel Macron cache les décisions du gouvernement qui envisage de baisser les budgets des collectivités locales. Il espérait pourtant une majorité confortable au Sénat pour mener à bien ces réformes constitutionnelles. La nouvelle Assemblée sénatoriale devait se retrouver dans l'hémicycle le lundi 2 octobre pour élire son président, deuxième personnage de l'État. Unique candidat à sa propre succession, le président sortant Gérard Larcher de Les Républicains par favori. João Lourenço, le nouveau président angolais, a prêté serment le 26 septembre dernier à Luanda devant une dizaine de chefs d'État et des milliers de personnes réunies place de l'Indépendance. Après la prestation de serment officielle du nouveau président angolais et de son vice-président, l'ancien chef d'État angolais Eduardo dos Santos a passé le témoin à son successeur. Un geste symbolique mais historique quand on sait qu'il est resté à la tête de l'Angola pendant 38 ans. José Manuel dos Santos a passé autour du cou de son successeur le collier et la médaille présidentielle, ponctuée d'une chaleureuse poignée de main entre les deux hommes qui se connaissent très bien et se font confiance. Il faut souligner que José Eduardo dos Santos garde la main sur le parti au pouvoir en tant que président du MPLA, le mouvement pour la libération de l'Angola. L'auteur Imanie Dalida Daniel nous plonge au cœur d'un drame amoureux qui puise ses sources dans les archives coloniales. C'est une surprenante réalité presque inconnue du peuple martiniquais. Le roman dévoile le plan de domination totale du corps et de l'esprit des esclaves, plan ourdi par l'État français, l'Église et les esclavagistes, 10 ans avant l'abolition en 1848 de cette traite. L'édition de ce roman a été financée par les internautes via les réseaux sociaux.
Cette présentation de l'ouvrage de Imanié Dalida Daniel a drainé du monde, notamment de la diaspora africaine et antillaise, vivant en région parisienne. La librairie Taméry était devenue exiguë pour la circonstance. Plus de 31 000 visiteurs professionnels et plus de 1600 marques touristiques sont présents au Salon mondial du tourisme qui a ouvert ses portes le mardi 26 septembre à Paris, porte de Versailles. La 39e édition de ce salon réunit tous les acteurs de ce secteur d'activité. Sont donc présents les aéroports et compagnies aériennes, les agences de voyage en ligne, les compagnies maritimes et croisiéristes, les compagnies ferroviaires, les chaînes hôtelières, les tours opérateurs, les parcs de loisirs et bien d'autres. Notons qu'avec ses 83 millions de visiteurs, la France reste le pays qui accueille le plus de touristes internationaux au monde, devant les États-Unis et l'Espagne. L'industrie du tourisme a rapporté 41 milliards d'euros à la France en 2016. Ce chiffre la place au 4e rang dans le monde en termes de recettes. Tous les continents sont aussi représentés à ce salon, de l'Europe à l'Amérique en passant par l'Afrique, l'Amérique du Sud, la zone Caraïbe, l'Australie et l'Asie. La région africaine est représentée par des pays tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et les pays du Maghreb. De nos jours où les sociétés se déshumanisent, accepter l'amour et l'entreprise la plus risquée dans la vie d'un homme et d'une femme, les incurables romantiques vous diront que c'est un risque qui vaut la peine d'être pris. Jérôme et Amélie ont pris sereinement ce risque en passant devant le maire le 9 septembre et en organisant la présente cérémonie le 15 du même mois dans cette magnifique salle pour consacrer leur mariage. Mais les véritables cyniques et narcissiques vous diront par exemple que le mariage, c'est la chose la plus stupide à faire parce qu'il est toujours difficile de trouver l'âme sœur. Après l'échec d'un premier mariage, Balobi Toto Jérôme, mon ami, a fait connaissance pour la première fois avec Ouayi Ozua Amélie, son âme sœur, via Skype, chez une de leurs amies communes. C'était en décembre 2010. À la faveur d'une mission administrative que le professeur Balobi Toto Jérôme, à l'époque secrétaire général de l'université d'Abidjan-Cocody, effectuait en France, ils se sont rencontrés physiquement à Paris le 14 février 2011, jour de la Saint-Valentin, un grand signe prémonitoire. Cette rencontre a plutôt rassuré Jérôme. Celle qui sera sa future épouse s'appelle Ozua. En BT, une langue du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, Ozua veut dire celle qui est au-dessus de tout, en clair, la plus belle. Et comme le dit Jérôme lui-même, cerise sur le gâteau, Ouayi Ozua Amélie, secrétaire de direction de son État, craint profondément Dieu. Les choses sont allées très vite lors du séjour parisien de Jérôme et ont conduit les deux amoureux à prendre un autre rendez-vous pour avril 2011, toujours à Paris, pour discuter de projets d'avenir communs. Malheureusement, au lieu de venir à Paris en avril 2011, le professeur Balobi Toto Jérôme s'est retrouvé en prison dans le goulag de Bouna, au nord-est de la Côte d'Ivoire, à la faveur de la crise post-électorale. Les 2 ans qu'il a passés dans la prison d'Alassane Dramane Ouattara n'a en rien contrarié le plan de Dieu. Naturellement, après la case prison, Jérôme s'est retrouvé en exil auprès de celle qui partagera désormais sa vie. Celui que le régime dictatorial d'Abidjan a failli anéantir à Bouna, parmi bien d'autres, renaît heureusement de ses cendres auprès de Ozua, la plus belle.
toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.